Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Mélodie Houd. Je suis la directrice des communications à la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et il me fait plaisir de donner la parole à nos hôtes aujourd'hui pour la formation Les enjeux et défis de l'embauche. Cette formation vous permettra de comprendre les enjeux et les défis que présente le recrutement et s'outiller pour faire face aux pièges et aux erreurs courantes, vous permettra également de maîtriser le processus de sélection, apprendre les techniques et les stratégies pour attirer les meilleurs, se familiariser avec les principaux outils d'évaluation et les meilleures techniques d'entrevue, ainsi que découvrir les nouvelles méthodes de recrutement. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire au fur et à mesure dans l'onglet questions et réponses ou dans la discussion et nos hôtes pourront y répondre à la toute fin. Je vous rappelle également que la formation d'aujourd'hui est enregistrée et que vous pourrez l'écouter en rediffusion sur le site de la Chambre de commerce. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Patricia D'Ignacio, qui est présidente et partenaire franchisée chez Soluflex. Madame D'Ignacio compte plus de 30 ans d'expérience. Elle est spécialisée en ressources humaines à titre de généraliste. Tout au long de sa carrière, elle a œuvré au sein d'une grande entreprise à la gestion d'équipes des ventes et services jusqu'à ce qu'elle se réoriente en ressources humaines. Il y a plus de 6 ans. Dernièrement, elle a pris la relève de la franchise Soluflex, consultant en RH pour la PME, à titre de propriétaire et consultante. Bonjour, Madame D'Ignacio. Bonjour. Nous avons également avec nous aujourd'hui Nicolas Bellier, qui est coach d'affaires et coach en neurosciences chez Wow Academy. Monsieur Bellier œuvre depuis le début de sa carrière dans le domaine des assurances. Au fil de son parcours professionnel, il a été amené à agir comme formateur et gestionnaire dans le contexte d'accueil et intégration, de l'embauche ainsi que la gestion des talents. Il compte également plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Bonjour, Monsieur Bellier. Donc, je vous Bonjour à souhaite... vous. Merci, bonjour. Je vous souhaite à tous une excellente formation. La parole est à vous. Bien, merci infiniment, Mélodie, c'est apprécié. Puis merci à vous d'être là présent, à partager votre heure de dîner avec nous. On l'apprécie énormément. Coach Nicolas et moi-même, aujourd'hui, on va partager avec vous nos expériences, notre expertise quant aux défis de l'embauche. De mon côté, d'un point de vue plus technique, quant à la stratégie de recrutement et la stratégie de sélection, qui a fonctionné autant pour moi-même que pour les clients également. Et du point de vue de Nicolas, bien, ça va être plus d'un point de vue de diversité et comment inclure la diversité dans le processus d'embauche également. Précisément de mon côté, là, je vais vous parler un petit peu des objectifs qu'on va atteindre avec la formation aujourd'hui, ou du moins on aimerait atteindre, c'est de comprendre vraiment les enjeux, les défis que présente le recrutement aujourd'hui, comment on s'outille également pour faire face à différents pièges, puis les erreurs courantes qu'on peut retrouver aussi dans le processus d'embauche, de vraiment maîtriser les processus de sélection aussi, puis voir les différentes techniques qui s'offrent à nous aujourd'hui également. On va parler des outils. Je vais vous avouer que comme il s'agit d'une formation qui s'en tient à l'essentiel, on n'ira pas dans le détail des outils. Par contre, je vais vous indiquer les outils qu'on utilise, qu'on met en application pour nos clients chez Soluflex. Et si vous avez des questions ou si vous voulez en apprendre plus, ça va me faire plaisir. Je vais mettre mes coordonnées également à la toute fin. Si jamais on n'a pas le temps dans la période de questions, ça va me faire plaisir de faire le tour de tout ça avec vous en plus grand détail. Et puis, on va regarder là, les nouvelles méthodes de recrutement également qui sont là. Et peut-être que vous allez partager vous-même certaines méthodes de recrutement qui ont fonctionné pour vous. Précisément, dans le plan de formation, là, on va parler des enjeux du recrutement. Je pense qu'on les connaît tous très bien, mais on va refaire un tour là-dessus. On va regarder les stratégies de recrutement également disponibles. L'importance de bien connaître son candidat pour être en mesure de bien afficher et bien recruter également. On va parler de la marque employeur, on en parle beaucoup. Je suis certaine que vous connaissez les principes de la marque employeur, mais pourquoi c'est si important la marque employeur, particulièrement dans l'embauche de nos jours, puis les différentes techniques de recrutement également. Et compare ça
avec les enjeux du recrutement. Quand on dit les enjeux du recrutement en PME, en fait, ce n'est pas propre à la PME. Il y a de grands enjeux, que ce soit dans la petite, moyenne entreprise ou dans les grandes entreprises. Je ne vous apprendrai rien. On entend parler un peu partout de la pénurie de main-d'œuvre. Et la pénurie de main-d'œuvre, elle est pas prête à partir, on le sait. On parle d'au minimum une décennie encore en ce qui concerne la pénurie, où on va manquer de gens pour la disponibilité des emplois et ça va s'accroître au fil des prochaines années. Il faut donc se réinventer. Et il faut se réinventer parce que c'est important de ne pas faire d'erreur quand on recrute, parce qu'il y a des coûts réels qui s'attachent au recrutement. Puis vous les voyez à l'écran, ces coûts-là sont les coûts d'affichage. Il y a les coûts de la gestion également, du recrutement. Vous en faites, je suis certaine, vous voyez les coûts que ça implique également que de faire du recrutement. Juste la gestion administrative, les entrevues, la formation également d'un nouvel employé, toute son intégration, tout ce que ça implique. Si pour quelque raison, le candidat qu'on aura choisi n'est pas le bon, donc il y a là une erreur d'embauche, si on veut, il y a un montant de préavis à considérer également. Il y a un coût réel qui s'y rattache. Il y a tout le temps également qu'on perd en entrevue. Habituellement, ce sont des gestionnaires qui vont accompagner les entrevues et vont accompagner nos gens en ressources humaines. Donc, il y a quand même de la gestion du temps qui est perdu là. C'est un investissement de temps, on s'entend, mais quand on fait erreur, ben, ça représente des coûts réels. Il y a un impact sur le moral de l'équipe quand il y a un roulement. Quand on voit entrer un nouveau collègue et qu'on le voit quitter aussitôt, on se questionne. L'équipe est affectée moralement également. Il y a un impact réel et un coût qui s'y rattache. Et évidemment, quand on n'a pas sélectionné le bon ou la bonne candidate pour le poste, il y a un impact réel au niveau de la clientèle dans le service qui est donné à la clientèle et la représentation qui est faite auprès de la clientèle. Fait que ça peut coûter très cher quand même que de faire des erreurs de recrutement, d'où l'importance de s'attarder à qu'est-ce qu'on va utiliser comme stratégie de recrutement également. Je ne vous apprendrai rien, il y a eu quand même une certaine évolution au niveau du recrutement. On parle du recrutement 1.0 où il n'y a pas si longtemps, ce qu'on pouvait faire de façon traditionnelle, c'est faire un affichage et on attendait le CV. Donc, on faisait des affichages dans les journaux, à la radio, les CV entraient, on faisait notre sélection, on faisait nos entrevues et là, on avait le meilleur candidat pour le poste. Aujourd'hui, vous le savez, la réalité est tout autre. Il y a vraiment une inversion des rôles où le pouvoir de force entre l'employeur puis le candidat est complètement différent, d'où l'importance d'être très visible sur le web, d'avoir une marque employeur qui définit bien également pour qu'il y ait une connexion avec les candidats qu'on aimerait voir intégrer notre organisation. Puis l'expérience candidat aussi est très importante. Donc, d'être capable de définir cette expérience-là et de savoir à quoi on veut que ça aille l'air pour nos candidats, bien, ça, c'est important de le définir également parce que ça en fait partie aussi dans le recrutement 4.0. En fait, de stratégie d'affichage, ben, ce qu'on voit à l'écran présentement, vous le savez, c'est la base. Dans le fond, où afficher, c'est certainement la page carrière de l'entreprise. C'est important d'en avoir une au départ et de faire nos affichages et la garder à jour. Dans les journaux locaux, si ça s'applique, parce que ça a encore son pesant dans les journaux locaux, tout dépendant du bassin de candidats qu'on veut aller chercher, évidemment. Les sites d'emploi généraux qui sont ceux que vous voyez affichés à l'écran pour la plupart, c'est-à-dire Emploi Québec, Indeed, Jobboom, Job Illico. Et tout dépendant du métier pour lequel on veut recruter, ben, on va avoir des sites spécialisés comme Ton Métier, Isarda, JobWings. Si c'est une profession qui a son propre code de profession, une bonne pratique serait d'afficher également auprès des autres professionnels, puis évidemment auprès des réseaux sociaux traditionnels comme Indeed, Facebook, Twitter, qui représentent aussi des endroits d'affichage.
D'autres affichages de stratégies externes, bon, on a les salons d'emploi, évidemment, les salons d'emploi qui sont appropriés. Il y en a qui sont plus généraux, d'autres propres à certaines industries. Donc, d'être présent dans ces salons d'emploi-là. Des journées portes ouvertes dans l'entreprise. Ça, c'est très intéressant. Ça permet aux candidats d'en apprendre plus sur le fonctionnement de votre entreprise, de le faire sous forme de 5 à 7, comme un événement dans l'entreprise également. Visiter les écoles qui offrent la formation pour vos candidats potentiels et offrir potentiellement des stages si vous le pouvez. Faire de l'alternance, travail, études, ça, c'est toutes des formes, si on veut, d'affichage qui sont non traditionnelles et ce sont des affichages externes. Des agences de recrutement. Si on parle de recrutement à volume, les agences de recrutement peuvent être une très bonne source de solutions et source de candidats. Si on parle d'emploi peut-être plus complexe, de profils bien précis que l'on recherche, bien, de la chasse de tête, il y a des firmes qui font de la chasse de tête. C'est une approche, une stratégie qu'on peut vouloir adopter également. Il y a aussi les profils atypiques, on en parle beaucoup de nos jours. En fait, tout ce qui est les profils qui sont éloignés du marché de l'emploi. Des profils, bon, par exemple, issus de l'immigration, les profils expérimentés également, ou ce qu'on appelle les têtes grises, peut-être de jeunes employés aussi qui sont aux études, si vous pouvez vous le permettre, et peut-être qui étudient dans le domaine pour lequel vous recherchez aussi. Différents types de candidats auxquels on n'aurait pas pensé de par le passé, mais qui représentent bien aussi notre clientèle. Et Nicolas va vous en parler tout à l'heure, l'importance d'avoir cette diversité-là dans votre stratégie d'embauche aussi. Puis évidemment qu'il y a le recrutement à l'international, qui est une autre option qu'on peut vouloir considérer si toutes les autres stratégies ne fonctionnent pas. Ce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est les stratégies aussi à l'interne qui sont hyper importantes. Le programme de référencement. Bien souvent, ça fonctionne bien parce qu'au départ, vous avez des employés dans votre organisation qui représentent bien vos valeurs et qui sont fiers de travailler là où ils travaillent et qui sont en mesure d'attirer des candidats qui leur ressemblent dans votre organisation. Et si vous embauchez ces candidats-là qui auront été référés, bien évidemment que l'intégration va être beaucoup plus facile puisque ces employés-là qui auront référé auront tout à parier que ces candidats-là réussissent dans leur poste aussi. Donc, penser à un programme de référencement à l'interne, c'est une très bonne source de candidature. Des programmes ambassadeurs aussi, c'est-à-dire des employés modèles que vous avez dans l'organisation, que vous aimeriez voir vous représenter dans différents événements. Par exemple, on a dit les salons d'emploi tout à l'heure, si vous désirez faire des 5 à 7 également. On va parler un petit peu plus tard de vidéos aussi que vous pouvez mettre en ligne. Les ambassadeurs ou ces employés modèles-là que vous avez dans l'organisation sont des gens qui seraient intéressants de mettre à profit aussi dans ces événements-là. Des concours de recrutement à l'interne, si vous avez des besoins très pointus de recrutement ou un fort volume tout d'un coup de recrutement que vous avez besoin, bien, avec parcimonie, évidemment, ça pourrait peut-être être intéressant, au-delà du programme de référencement, de faire un concours à l'interne aussi pour inviter les candidatures de la part de vos employés, de gens qu'ils connaissent autour d'eux, leur faire penser de vous proposer des candidatures dans ces périodes-là. Et il ne faut surtout pas sous-estimer les compétences qu'on a à l'interne. Il y a des compétences à l'interne qu'on peut développer pour préparer au rôle qu'on cherche à embaucher. Ça se prépare à l'avance. Il y a des façons de développer les compétences, mais ce sont évidemment des belles opportunités de développement de carrière que vous pouvez planifier à l'avance avec les besoins de main-d'œuvre que vous avez. Ce sont tous des stratégies à l'interne qui peuvent être utilisées également. Ce qui est hyper important de nos jours, on le sait, on ne reçoit pas les CV comme on les recevait auparavant. Donc, certaines personnes vont vous dire à peu près 80 des CV
vont venir de ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire l'approche de candidats passifs, donc de candidats qui sont présentement en emploi, qui ne cherchent pas nécessairement, mais que s'ils entendent parler de votre opportunité, pourraient être intéressés à considérer. Donc, des candidats qui ont le profil que vous recherchez et qu'on approche pour leur faire part de l'opportunité qui est ouverte chez vous. Ça serait le sourcing que vous pouvez faire et pour lequel vous pouvez aller chercher beaucoup plus de CV. Il y a différentes façons de le faire. Habituellement, on va utiliser la bibliothèque des CV qui est disponible dans Indeed, dans Job Illico également. On peut utiliser des recherches qu'on va faire sur Facebook, sur LinkedIn. Ou on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les recherches booléennes dans Google, les recherches à l'aide de mots-clés. Et pour ça, on a justement chez nous un guide qu'on utilise, qu'on met à la disposition de nos clients pour faire cette recherche booléenne-là dans Google aussi, qui va aider à trouver les bons candidats pour vos rôles, qui vous offre beaucoup plus de CV également. D'autres stratégies innovantes là, dont j'aimerais vous parler aussi, c'est par exemple une vidéo de recrutement. Les vidéos parlent beaucoup, donc, et ça peut être intéressant pour vous d'en faire pour profiter, du fait que ça peut être gratuit, ça peut être peu élevé comme coût également si vous le faites vous-même. Ça vous permet aussi de personnaliser votre approche, de parler de votre entreprise, de dire pourquoi c'est bon de travailler chez vous. Et ça a un effet viral. Vraiment, là, ça vous offre une visibilité. Si la vidéo est bien faite, ça vous offre une belle visibilité avec un seul outil. Le danger, c'est qu'évidemment, puisque c'est viral, si ce n'est pas bien exécuté, ben, il peut y avoir des enjeux de réputation sur l'organisation. Donc, si vous êtes plus ou moins à l'aise à faire vous-même le vidéo, il y a évidemment des organisations qui peuvent le faire pour vous et qui peuvent vous donner cet effet de professionnel là qui fait moins maison. Ce n'est pas nécessaire, mais si vous sentez que vous avez besoin de ce soutien-là, c'est possible de le faire pour éviter les enjeux de réputation là, que ça peut présenter si jamais c'est bâclé, là. L'autre stratégie innovante aussi, c'est d'organiser des journées de recrutement avec de façon très créative. Ici, on donne un exemple d'un employeur qui a organisé une journée de recrutement où on dit les 10 candidats qui se seront le plus démarqués avec leur CV, on va passer leur entrevue sur un bateau. Évidemment que ce n'est pas une croisière, on s'entend, là, mais c'est un bateau, mais c'est ce qui, dans le fond, va faire en sorte qu'on va attirer des CV innovants, créatifs. Si c'est ce qu'on recherche, ça a un grand pouvoir d'attraction. Et c'est efficace parce qu'on fait nos entrevues d'un seul coup, dans le fond, à un seul et même endroit. On rencontre tous nos candidats et ça crée une super belle expérience pour les candidats que vous aurez rencontrés. C'est sûr qu'il y a des côtés négatifs dans le sens où ça représente un coût. Il y a la complexité d'organiser également. Mais ça, je veux dire, ici, on vous donne un exemple d'un bateau. Ce n'est pas obligé d'être un séjour sur un bateau non plus, là. On peut faire d'autres types de séjours, mais le point est de se démarquer avec quelque chose de créatif, quelque chose d'inusité qu'on n'aura pas vu ailleurs, là. Donc, ce sont des stratégies qu'on a vues qui sont assez innovantes. Il y a évidemment les chatbox qui fonctionne très, très bien, qu'on met sur le site de carrière de l'entreprise. Dans le fond, c'est des réponses qu'on a de la part de robots en ligne, si on veut, qui auront été prépopulés. Et c'est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est très réactif, ça répond, ça invite les candidats à soumettre leur CV. Ça ne remplace évidemment pas le contact personnel, mais c'est un autre outil qu'on peut utiliser sur le site carrière qui fait en sorte qu'on est en contact continuel avec les candidats. Notre approche innovante, c'est la réalité virtuelle si vous pouvez le faire. Ça permet, dans le fond, d'immerger les candidats dans
dans votre entreprise, de bien comprendre votre culture d'entreprise ou d'avoir un aperçu du fonctionnement à l'interne également. Ça permet aux candidats de visiter l'entreprise sans nécessairement avoir à être encadré dans l'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus efficace dans ce sens-là. Puis, si le candidat est un employé futur, bien, ça permet aussi une belle intégration parce qu'il aura vu ou elle aura vu le fonctionnement de votre entreprise à l'avance avant même de considérer une entrevue. Donc, ça aussi, la réalité virtuelle, c'est quelque chose à considérer si vous le pouvez, une autre approche innovante. Si vous allez vers les réseaux sociaux, il y a évidemment, on en a parlé, Facebook, LinkedIn, qu'on peut utiliser comme réseaux sociaux pour faire de l'affichage, mais auprès de générations Y et Z, auprès de plus nouvelles générations, on a aussi Snapchat et Instagram qui peut être utilisé dépendant du public qu'on veut atteindre. D'où l'importance de bien connaître le public et le candidat qu'on veut atteindre, de vraiment se bâtir des personas, mais c'est ce qu'on voit, la distinction entre utiliser Snapchat, utiliser Instagram également pour faire ses affichages. Puis c'est ce qui m'amène à vous dire, dans le fond, que oui, effectivement, puis je pense que vous le savez, il faut vraiment bien connaître son candidat pour pouvoir mieux recruter. Mais au-delà de le connaître, c'est vraiment de bâtir un persona. Là, ce qu'on vous présente ici, c'est un exemple fictif, dans le fond, là, où on a pris le temps de développer un persona pour notre candidat idéal, c'est-à-dire les candidats qui ont bien livré, bien performé dans un rôle de secrétaire dentaire, par exemple, dans une organisation. Bien, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Ces candidats-là? C'était quoi leurs intérêts? Quelle était leur aptitude? Euh, et quels sont les lieux qu'ils fréquentent? Quels sont les sites qu'ils fréquentent? Donc, on se bâtit ça avant même de faire la stratégie pour savoir où elle est affichée également. Puis la raison pour laquelle on va faire ça, bien, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marché, dans la population active aujourd'hui, on a 4 différentes générations à qui on peut s'adresser. Ça dépend des bassins de talents qu'on veut attirer chez nous. On va aller vers divers réseaux de communication et on va appeler à différentes valeurs également. Présentement, là, dans les baby boomers, ce qu'on voit, c'est que ils occupent, et ça, c'est en date de 2019, là, les baby boomers vont occuper 15 à peu près de la population active. Ça a évidemment évolué depuis 2019. Et là, avec les divers programmes qu'offre le gouvernement pour intégrer la main-d'œuvre d'expérience dans le marché du travail, bien, ça ajoute un petit peu plus dans ce bassin-là de candidats. La génération des X représente autour de 40 de la population active. La génération des Y, 45 encore une fois en 2019, ça a sûrement augmenté depuis. Et au moment où on a produit l'étude, on disait que la génération Z représentait autour de un petit peu plus que 1 de la population active. Aujourd'hui, évidemment, beaucoup plus. Et comme vous pouvez voir là, dans le tableau, bien, on va appeler à divers médias de communication dépendant de la génération à laquelle on fait appel. Et ce n'est pas une préférence, c'est vraiment le contexte dans lequel les diverses générations ont évolué. C'est ce qui fait qu'on a différents médias avec lesquels on interagit. On a peut-être aussi des aspirations de carrière qui changent aussi dépendant de la génération. Donc, dans notre affichage, à quoi on va appeler, à quoi on va faire référence quand on veut attirer les différents bassins de talents, d'où l'importance de se bâtir vraiment le persona pour bien l'adresser, pour bien formuler son affichage aussi. Pour ce qui est des nouvelles générations, si vraiment on veut s'adresser aux nouvelles générations, ce qui est important et ce qu'on voit beaucoup dans les affichages et ce qu'on entend de la plupart des générations Y et Z, c'est l'approche doit être directe. Pas beaucoup de formalités. Dans l'affichage, on va voir beaucoup de tutoiement, de proximité dans la communication également.
l'approche plus authentique. Dans le fond, on va beaucoup parler des valeurs de l'employeur et la cohésion de ces valeurs-là pour le candidat également. C'est le comportement, c'est l'adaptation, c'est à quel point on fait preuve d'écoute aussi dans notre approche. Ça va être important. Donc, ce qui est important dans l'affichage pour de nouvelles générations, c'est pas tant la forme du message, mais c'est vraiment son contenu. C'est le message. Il va falloir que ce soit un message qu'on juge authentique et où on identifie les motifs pour lesquels il fait bon travailler chez vous. Et pourquoi est-ce qu'on devrait s'engager à travailler chez vous de façon très directe et très simple dans le contenu. Euh, En termes de les titres à choisir, là, quand on fait l'affichage, le titre ou l'intitulé du poste, si on veut, euh, souvent, ce qu'on suggère, c'est d'utiliser les termes de recherche les plus populaires. Et ça, ce qui est intéressant à utiliser, c'est l'application de Google Trends. En fait, ce n'est pas une application, c'est disponible sur le web. C'est un des nombreux outils qu'offre Google où on va retrouver des titres qui sont le plus recherchés. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez faire remarquer votre affichage en ligne si vous utilisez des termes qui sont plus populaires dans votre affichage à vous. Donc, c'est ce qu'on recommande, c'est vraiment de prendre le temps de regarder à l'aide de Google Trends les différents termes qui sont recherchés pour faire l'intitulé de votre affichage également. Le ton que vous allez utiliser dans votre affichage également est important, tout dépendant du candidat à qui on s'adresse. Donc, d'où l'importance de connaître le bassin de talent à qui on s'adresse également et le persona. Ce qui est important, c'est de rester authentique. Évidemment, rester soi-même comme employeur, faire appel aux valeurs qui nous incarnent dans l'entreprise. Et refléter vraiment l'ADN de l'entreprise. Je ne vous apprendrai rien. Ce qui est surtout important également, c'est de créer des annonces qui ne sont pas très, très longues, pas beaucoup de détails, très épurés, euh, et, mais de les rendre percutants, vraiment les rendre attrayants, de les faire ressortir, être très, très, très précis dans son message. Ce que vous voyez à l'écran ici à droite, c'est un exemple que vous voyez où on a mis certaines images, quelque chose qui capte l'attention, qu'on l'a rendu très épuré et avec des termes qui vont aller attirer, qui sont percutants puis qui vont attirer. Donc, tout dépendant du profil que vous recherchez puis ce qui représente votre entreprise, bien, vous faites votre affichage dans le sens de l'authenticité, la simplicité également, mais tout en restant percutant dans le message. La marque employeur, on le sait, on en parle énormément, c'est la réputation de l'entreprise, donc c'est important de s'y arrêter puis de la bâtir également. Puis la façon de bâtir la marque employeur, ben, c'est évidemment d'utiliser les réseaux sociaux, de faire vivre notre organisation sur les réseaux sociaux pour que les candidats potentiels aient l'opportunité de regarder à l'intérieur de l'entreprise à quelques reprises et non pas juste dans le cadre d'un affichage. Donc, évidemment, affichez vos postes. Vous partagez des articles de votre domaine également. Des témoignages de clients, c'est toujours intéressant de partager des témoignages de clients. Si vous accueillez des nouveaux employés, ça serait intéressant de les promouvoir avec leur consentement également sur les réseaux sociaux et leur souhaiter la bienvenue sur les réseaux sociaux, de promouvoir les anniversaires de vos employés, toujours avec leur consentement, sur les réseaux sociaux également. Donc, de donner une présence à votre entreprise sur les réseaux sociaux au-delà de l'affichage des postes pour que les candidats reconnaissent bien l'entreprise. L'ajout de photos, de vidéos, de publications que vous faites, vraiment démontrer le côté humain de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Puis comme ça, on bâtit la présence et la marque, votre propre marque employeur également.
Votre page carrière est hyper importante. C'est vraiment là qu'à partir du moment où les candidats vont reconnaître votre entreprise, vont être à l'aise, aiment les valeurs que vous représentez, vont aller sur votre page carrière, voir quelles sont les offres possibles dans votre organisation. Donc, il faut la rendre attrayante. Il faut vraiment s'assurer que c'est optimisé pour les téléphones intelligents également. C'est toujours intéressant de présenter des portraits d'employés aussi qui vont parler de ce qu'ils ressentent quand ils travaillent chez vous. Donc, qui représentent bien les valeurs qui sont en cohésion avec les vôtres. Parler de vos propres initiatives aussi comme entreprise. Quelle est votre implication à vous dans votre communauté, dans la société, l'implication de vos membres également, des employés dans votre organisation. Que font-ils? Comment s'impliquent-ils dans la société, dans votre communauté? Ça, ce sont des choses très importantes aussi pour la majeure partie des candidats qui sont à la recherche d'opportunités autres. L'élaboration du profil, du poste puis des compétences, ça, c'est important aussi pour votre affichage. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver comme candidat idéal sans nécessairement en faire des super-héros? Ben, c'est de définir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, donc les 3 fameux savoirs qu'on connaît tous. Donc, la formation, les connaissances des candidats, avoir ça dans votre affichage, l'expérience du candidat et donc ce qu'ils ont appris au fil de leur expérience pour pouvoir les mettre à profit dans le poste que vous avez de disponible. Puis le savoir-être, les qualités, les attitudes qu'on espère de la part du candidat qu'on veut recruter chez nous. Puis vraiment de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est un atout aussi dans votre affichage, c'est important pour permettre aux gens qui n'ont pas nécessairement tous les critères, mais qui, pour certains d'entre eux, sont considérés en atout, qu'ils appliquent quand même si ce n'est pas essentiel. Les attentes doivent être réalistes, comme je disais tout à l'heure, là, ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est de créer un super héros dans l'affichage parce qu'à ce moment-là, ben, vous allez limiter les candidatures tout simplement. Vous pourrez, au-delà de l'affichage, par la suite, dans le cadre de vos entrevues, déterminer des critères de sélection autres. Mais dans l'affichage, il faut limiter un petit peu les attentes pour inviter les applications. Puis pour ça, ben, on utilise un outil qui s'appelle, de notre côté, qu'on met à la disposition de nos clients qui s'appelle la grille d'élaboration du profil de candidat. Donc, ce qui nous aide à établir le profil du candidat également. Finalement, dans la sélection des candidats, ben, ce qu'on suggère, c'est toujours la revue des CV via une entrevue téléphonique. Les CV qu'on aura retenus, ben, on fait une première approche d'entrevue téléphonique pour valider que les critères principaux d'emploi, ce qu'on peut valider là, sur le CV, qu'on creuse un petit peu plus pour voir est-ce que ça s'applique pour nous et pour éviter qu'on perde du temps avec des entrevues en personne alors que le candidat n'était pas du tout aligné avec ce qu'on recherchait. Fait que ce qu'on va tester là-dedans, c'est l'intérêt pour le poste, les disponibilités, on va revoir les formations, les expériences qu'ils ont et comment ça s'applique dans le poste que vous avez de disponible. Quelles sont les attentes salariales également du candidat? Et la grille habituellement d'entrevue qu'on utilise, c'est la grille d'entrevue téléphonique qu'on aura préparée à l'avance. C'est également un outil qu'on met à la disposition de nos clients et qu'on personnalise, évidemment, je sais pas, dépendant du rôle que l'on recherche, qu'on cherche à combler. Finalement, l'entrevue en personne, ben, il y a les 3 étapes quand même qu'on veut s'assurer de suivre. C'est revoir, relire le CV lui-même avant l'entrevue, avoir des questions d'entrevue bien préparées qui incluent des mises en situation, des questions plutôt comportementales, le bagage technique. On prépare la logistique de l'entrevue, donc où se tient l'entrevue, avec qui, pendant combien de temps, comment on accueille le candidat également dans l'entrevue. Et l'entrevue elle-même, l'étape 2, bien évidemment qu'on veut mettre le candidat à l'aise pour qu'il soit le plus naturel possible. On veut voir le candidat dans son état naturel. On explique le processus d'entrevue. On a
On va poser les questions d'entrevue, puis on termine par, on a quand même un petit travail de vente de l'entreprise et du poste à faire à la toute fin, parce que rappelez-vous que nos candidats ont plusieurs options devant eux quand ils sont à la recherche de postes. Finalement, on fait une évaluation des divers candidats. Quand on a plusieurs candidats, on peut utiliser une grille d'évaluation des critères pour les candidats. En termes d'outils, pour l'entrevue en personne, ici, on dit un guide d'entrevue téléphonique, mais on fait surtout appel à une grille d'entrevue en personne qui est différente de l'entrevue téléphonique, dans le sens où on va avoir des questions d'entrevue en personne qui vont être des questions plus comportementales ou même des questions plus situationnelles, c'est-à-dire nos questions d'entrevue comportementale, on va regarder dans les expériences passées des comportements qu'on a pu observer et qui ont déjà été vécus, le passé étant garant du futur. Habituellement, quand on l'a vécu dans des expériences passées, on peut considérer que c'est ce qui va se reproduire dans le futur. Ce sont des questions du type: «Décrivez-moi une situation où vous avez vécu une telle situation. Quelle a été votre implication et quel a été le résultat?» Tandis que des questions situationnelles, c'est qu'on va mettre le candidat dans des situations qu'on sait peuvent se produire dans le futur, dans le poste qu'on a de disponible, et on demande au candidat de nous dire comment est-ce qu'il gérerait une situation comme celle-là pour que ça puisse vous donner une idée de est-ce que ça concorde avec ce qu'on recherche dans ces situations-là pour le poste. Évidemment qu'il faut éviter toute question de nature discriminatoire dans nos questionnaires d'entrevue. Ce sont des droits qui sont protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. En aucun cas, ce qu'on voit à l'écran doit être un critère de sélection. C'est pour ça qu'on suggère toujours d'éviter toute question dans ce sens-là qui pourrait donner l'idée que ça peut être un critère de sélection. Finalement, la décision d'embauche, on pourrait ajouter des étapes facultatives comme vous les voyez ici, là, comme une deuxième entrevue, des tests de compétences ou même des évaluations psychométriques. Ça, c'est facultatif. C'est des choses qu'on veut faire, c'est possible de le faire. Si on a à choisir à travers plusieurs candidats qui se ressemblent en termes d'expérience et de compétences, on recommande toujours d'utiliser une grille d'évaluation des candidats, un outil qu'on met à la disposition également de nos clients, qu'on bâtit pour chacun des postes qu'on a de disponibles pour lesquels on fait une entrevue également. Et finalement, on passe aux étapes finales qui sont les étapes finales de décision. La prise de référence. On va recueillir des références avec consentement, évidemment, du candidat avant de pouvoir faire les prises de référence. Et si la loi nous le permet, on va faire des vérifications supplémentaires comme des antécédents judiciaires, des dossiers de crédit ou des tests médicaux. Et pour être en mesure de faire ça, il faut qu'on démontre comme employeur que c'est nécessaire à l'emploi. Il s'agit là d'un critère d'embauche parce que c'est relié à l'emploi, comme par exemple un dossier de crédit ou des antécédents judiciaires. On a besoin de valider ça puisque ça a un impact réel dans l'emploi. Et pour ça, on donne évidemment à nos clients des exemples de questions qu'on peut utiliser pour des prises de référence aussi, qui sont professionnelles. Puis on offre aussi un formulaire de consentement. Il faut vraiment avoir un consentement écrit de la part du candidat pour pouvoir faire ces vérifications-là. Et ça complète pour ma part. Je ne sais pas si on va avoir le temps pour les questions. J'espère que oui, à la toute fin. Par contre, je vous laisse mes coordonnées que vous voyez à l'écran. Vous êtes bienvenus de m'appeler ou de m'envoyer un courriel au besoin. Et pour avoir participé et partagé votre heure de dîner avec moi aujourd'hui, je vous offre un service gratuit parmi les 3 choix qui sont là aujourd'hui, donc qui est un panier de gestion
ou bien un comparatif de salaire pour 3 postes de direction, ou bien un diagnostic de recrutement dont les valeurs, vous voyez, varient entre 700 et 1 000 $. Et là, ben, je vais en profiter pour donner la parole à Coach Nicolas. Merci. Merci Patricia, bonjour à tous. Très heureux de partager ce moment avec vous et avec toi, Pat. Dans les défis du recrutement, il y a moi un défi qui me tient à cœur et que j'ai voulu aborder aujourd'hui. Ce sont les défis du recrutement en matière de diversité et d'inclusion. La diversité et l'inclusion aujourd'hui constituent l'un des principaux sujets d'actualité au niveau dans le domaine des ressources humaines, et c'est peut-être l'un des plus complexes. Une récente étude a démontré que 43% des responsables RH ont indiqué que leurs pratiques de recrutement appuyaient leurs objectifs de diversité en 2021. Ça démontre à quel point il y a un chemin qui a été parcouru, et spécifiquement ici au Québec et au Canada, mais il y a encore beaucoup de place pour évoluer. Et quand je dis beaucoup de place pour évoluer, ça vient en droite ligne avec ce que Patricia a évoqué tout à l'heure sur la pénurie de main-d'œuvre, où la diversité est un des moyens également de combler et d'aller chercher certains postes, d'aller chercher certaines personnes à l'extérieur. Quand on parle de diversité et d'inclusion, il est important d'avoir les bonnes définitions. Quand je parle de bonne définition, c'est tout simplement parce que des fois, il y a une confusion. Dans la diversité, beaucoup de gens prennent la diversité uniquement comme l'immigration. Or, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus vaste que ça. L'immigration en fait partie, bien entendu, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et l'inclusion, c'est la même chose. L'inclusion, ce n'est pas seulement un titre, c'est pas seulement une phrase, c'est pas seulement un leitmotiv sur un site web, c'est quelque chose que peut vivre le collaborateur, l'employé dans votre organisation. Alors, si on va sur la définition de la diversité, elle se réfère à la variété des origines, de cultures, des identités, des expériences et des perspectives des individus au sein d'une entreprise. Une entreprise diversifiée est celle qui emploie des personnes provenant de différents groupes ethniques, de différentes générations, de différents sexes, de différentes orientations sexuelles, de différentes capacités, etc. On pourra en nommer bien d'autres. L'inclusion, elle, se réfère à la création d'un environnement où chaque individu se sent valorisé, respecté et soutenu. Cela signifie que chaque employé est en mesure de participer pleinement à la vie de l'entreprise, de contribuer à sa réussite et de se développer professionnellement. Une entreprise inclusive est celle qui encourage et soutient des différences individuelles en veillant à ce que chacun de se sente inclus et accepté au sein de l'organisation, quelles que soient ses caractéristiques professionnelles ou personnelles. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui résume beaucoup cette définition qui vient de Venia Myers, qui est une avocate formée à Harvard et qui donne une définition à la fois, j'aime bien parce qu'elle est sweet and short, puis surtout très illustrante. Et elle dit: la diversité, c'est d'être invité à la fête, et l'inclusion, c'est d'être invité à y danser. Je pense que c'est tout à fait ça. Alors moi, je vais vous inviter à ma fête, à ma manière, en continuant cette présentation. Donc, dans les défis de la diversité et de l'inclusion, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a bien entendu beaucoup d'avantages. Il y a des obstacles aussi qu'on verra par la suite, mais il y a des avantages au recrutement dans la diversité. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui forge un être humain, ce qui nous forge, nous, c'est notre éducation, notre culture, notre apprentissage, nos apprentissages et nos expériences. Donc, quand vous transposez tout ça à votre entreprise, imaginez la richesse que cela procure à votre organisation. Donc, recruter dans la diversité et l'inclusion présente de favoriser l'innovation et la créativité grâce à la diversité des expériences, des idées et des perspectives. Ça améliore la compréhension et l'empathie envers des clients et des collègues de différents horizons, parce que quand on parle de recrutement, quand on parle de recruter des personnes, ces personnes-là vont interagir également, bien entendu, avec vos clients. Et dans vos clients, vous avez aussi des clients qui sont issus
de diversité. Donc, c'est important aussi de se refléter à ça. C'est de renforcer également l'image et la réputation de l'entreprise comme étant inclusive et respectueuse de toutes les personnes, d'augmenter la satisfaction et la productivité des employés en créant un environnement de travail accueillant et respectueux, et enfin d'élargir le bassin de talents potentiels en recrutant des candidats qualifiés de tous horizons. Il y a des slides suivantes, s'il te plaît, Pat. Il y a eu quelques études, évidemment, il y en a énormément, j'ai essayé de limiter, on n'a pas un temps énorme, mais sachez que selon une étude réalisée par Sodexo, qui est un leader mondial de la restauration collective, une équipe diversifiée progresse 4 fois plus vite que celle qui a un personnel homogène. Selon une étude très complète du BIT, qui date un peu avant la pandémie, en 2019, l'inclusion et la diversité constituent un véritable levier de performance pour les organisations de toute taille, celles ayant une culture intégratrice et mettant en œuvre des politiques inclusives ont une rentabilité, une productivité supérieure de près de 63%, une aptitude plus élevée à attirer et retenir des talents de près de 60%. Tout à l'heure, Patricia mentionnait la marque employeur. C'est un excellent point pour votre marque employeur. Un surplus de créativité, d'innovation et d'ouverture d'esprit de 60%. Ça s'explique tout simplement que quand on n'est pas en silo, on est amené à croiser nos divers sentiments, nos diverses idées, et c'est ça qui fait qu'on va plus vers l'autre, quelle que soit la nature de cette diversité. Une réputation plus importante pour l'entreprise de 57,8%, et enfin une plus grande capacité à mesurer l'intérêt et la demande des consommateurs de près de 38%. Des exemples réussis d'inclusion et de diversité en entreprise, là aussi il y en a une multitude, j'en ai pris 3 majeurs. Compagnie Johnson & Johnson, qui a mis en place des programmes de mentorat à l'intérieur de son entreprise, des groupes de travail, des groupes de discussion également. Mastercard, qui a fait une grosse campagne de recrutement de salariés seniors dans les années passées. Les seniors font partie de la diversité également, c'est un des groupes de diversité. Accenture, qui a organisé des formations de diversité et d'inclusion, et qui a mis en place le 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Les handicapés également sont des personnes qui sont propres à avoir des postes dans les entreprises. Alors tout ça, c'est bien, la diversité, l'inclusion, c'est super important, puis c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises commencent à investir, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a des obstacles réels à mettre en place cette diversité au sein de son organisation. Le premier, c'est ce qu'on appelle les biais inconscients. Là, je mets un peu ma casquette de coach en neurosciences. C'est des biais, comment dirais-je, des biais cognitifs qui sont des raccourcis mentaux, qui sont des vecteurs d'idées fausses. Ils renforcent les stéréotypes. Ils nous amènent à des préjugés, à des mécanismes automatiques qui sont pas forcément conscients, d'éliminer ou de mettre de côté certaines personnes ou certains groupes de personnes parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Puis notre cerveau humain est bâti avec un environnement, je dirais, où tout le monde se ressemble, où on est confortable. Tout à l'heure, Patricia parlait de sortir de sa zone de confort. Aller dans la diversité, c'est aussi quelque part sortir de cette zone de confort. Et parfois, des recruteurs peuvent être influencés par leurs préjugés inconscients, ce qui peut entraîner une sélection de candidats similaires à eux-mêmes. Et ce n'est pas forcément la bonne chose, et ce n'est pas forcément ça, bien entendu, qui pourra permettre aux entreprises de croître. Les pratiques de recrutement aussi, là Patricia aussi a passé en revue divers types de recrutement, je ne vais pas revenir dessus, mais il est clair que les recrutements classiques ou les moyens classiques de recrutement peuvent être également un frein à recruter des personnes issues de la diversité. Donc, il faut voir dans ces canaux de recrutement
trouver d'autres moyens de le faire. Donc, on va le voir après. Comment surmonter ces obstacles? Donc, la sensibilisation. Les recruteurs peuvent être formés à reconnaître et à surmonter leurs biais inconscients. Il y a des tips, il y a des mécanismes, il y a des questionnements, de revenir sur ses valeurs, sur ses limites, etc. Donc, ça, on y reviendra après. Les canaux de recrutement, je viens d'en parler. Donc, c'est un obstacle. Comment en sortir? C'est d'utiliser les réseaux sociaux, les sites d'emploi spécialisés pour atteindre une diversité de candidats. Mais n'oubliez pas, et puis ça, moi, je suis un fervent convaincu de ça, c'est qu'à l'intérieur même de vos entreprises, vous avez des ambassadeurs. Vous avez des personnes qui sont issues de cette diversité et qui sont vos meilleurs relais pour attirer de nouveaux talents et également, je dirais, faire rayonner votre marque employeur à l'extérieur. Pratiques de recrutement, elles peuvent revoir effectivement leurs pratiques de recrutement. Tout à l'heure, Patricia parlait tout à l'heure des annonces qui doivent être claires, succinctes. Dans les annonces aussi, assurez-vous que inconsciemment, il n'y ait pas des choses qui soient discriminatoires ou qui soient d'exclusion par rapport à des candidats qui ne se reconnaîtraient pas. Alors, quel est le rôle du coaching? Quel est le rôle d'un coach dans le recrutement de candidats issus de la diversité? Alors, je dirais qu'on a des outils pour accompagner, pour vous accompagner, vous les entreprises, à surmonter les obstacles du recrutement de candidats issus de la diversité et atteindre vos objectifs. Vos valeurs sont hyper importantes et vos valeurs, bien entendu, doivent se refléter dans votre embauche et vous souhaitez, bien entendu, ce qui est tout à fait normal, une compagnie va embaucher des gens qui vont partager ces mêmes valeurs, qu'ils soient issus de la diversité ou non, mais ne pas se mettre de croyances, donc ne pas se mettre de limites dans vos choix, dans votre ouverture d'esprit. Et à ce titre, le coach peut vous amener à avoir une réflexion personnelle, puis à vous pousser un petit peu hors de vos limites, à vous faire réfléchir sur des choses dont vous n'auriez peut-être pas consciemment le lieu de le faire. Donc, on est là pour ça. Et puis enfin, votre responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des candidats. Quand je faisais du recrutement, j'expliquais souvent aux candidats que j'avais une double responsabilité dans l'embauche. On a une responsabilité, d'une part, vis-à-vis du candidat que l'on reçoit, de lui dire les choses clairement, de lui donner notre vision, notre mission. Mais on a une vision, on a une mission et une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise qui nous emploie. Et enfin, pour conclure, dans le cadre de la diversité, recruter, c'est un élément majeur pour pouvoir faire croître votre entreprise. Mais recruter sans retenir ne vaut pas grand-chose. Donc, quand vous faites du recrutement dans la diversité, on parlait tout à l'heure de marque employeur, mais c'est un élément également de rétention pour vous, de mieux retenir vos collaborateurs, d'avoir une image de compagnie ouverte. Donc, le recrutement de candidats diversifiés, c'est un défi pour vous, c'est un défi pour tout le monde. Mais c'est également une opportunité pour elles de construire des équipes plus créatives, plus productives et surtout heureuses. Quelqu'un d'heureux qui vient à la job chaque matin avec le sourire, croyez-moi, il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif dans votre entreprise. L'ouverture à la diversité et à l'inclusion n'est ni une mode, ni une idéologie, mais une des façons de vivre mieux ensemble dans des entreprises prospères et bienveillantes, fiers de leur mission et vision et fidèles à leurs objectifs de croissance financière. Chacun de nous faisons la différence au quotidien dans notre façon d'accueillir et d'intégrer celui ou celle différent ou différente de nous. Voilà, il me reste à vous remercier. On est pile dans les temps impartis. Il nous reste 3-4 minutes. Vous avez mes coordonnées si jamais vous voulez interagir avec moi. Il nous reste 3-4 minutes, 5 minutes pour répondre à certaines questions si vous en avez. Et puis, ça me fera toujours plaisir, comme Patricia, de recevoir vos commentaires ou d'avoir des questions. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.
Merci beaucoup, Patricia Dignazio et Nicolas Bellier. C'était une présentation très intéressante. Ça nous fait réfléchir que parfois, on ne se rend pas toujours compte peut-être de certains préjugés qu'on a inconsciemment et que c'est bon de se remettre en question et de revoir ces questions-là. Donc, très intéressant. Merci beaucoup pour la présentation d'aujourd'hui. Il n'y a pas de questions précisément dans le chat ou dans les questions et réponses, mais sinon, je vous inviterais peut-être, si vous avez un petit mot de la fin que vous aimeriez peut-être repréciser quelque chose ou nous dire quelque chose qui est important pour vous à ne pas oublier. Donc, je vous invite à nous donner votre mot de la fin. Et je rappelle à tous les gens qui nous écoutent que la présentation d'aujourd'hui va être disponible en rediffusion sur notre site web dans l'onglet événements dans les essentiels en rediffusion. Donc, je vous invite à nous donner votre mot de la fin. Ben, merci infiniment d'avoir partagé à nouveau votre heure de dîner avec nous. J'aimerais rappeler effectivement les coordonnées autant de Nicolas que les miens et vous dire également que du côté de Soluflex ici à Laval, on offre aussi en termes d'accueil et intégration, Nicolas faisait appel à la diversité et l'inclusion. L'inclusion, c'est aussi de l'intégration de nouveaux employés. On offre un programme qui est subventionné par Service Québec pour ce qui est de l'accueil et intégration, qui offre des outils personnalisés également. C'est un atelier de 3 heures qu'on peut faire en entreprise pour la toute modique somme de 341,25 $. Fait que si vous sentez ce besoin-là d'avoir un programme d'accueil et intégration bonifié, ça va me faire plaisir aussi de vous accompagner là-dedans. Nicolas? Oui, ben écoutez, le mot de la fin sera sur la diversité. Moi, je suis passé de l'autre côté du miroir il y a un peu plus de 23 ans quand je suis arrivé au Québec. Donc, la diversité, l'inclusion, pour moi, dans le cadre de mon travail, ce n'était pas quelque chose de présent. En arrivant au Québec, j'ai vu ce que c'était que diversité, inclusion. Puis, je dois vous dire bien franchement que je me félicite à chaque jour d'avoir fait le choix d'immigrer au Québec parce que j'ai rencontré premièrement des gens formidables et la capacité qu'a le Québec d'intégrer ces nouveaux arrivants, qui est une des parties de diversité, et ce qui m'a amené avec 2 autres personnes à créer, il y a une douzaine d'années, le Salon de l'immigration et de l'intégration ici à Montréal, et dont nous avons fait la 12e édition la semaine passée, et qui offre à beaucoup de gens issus de diverses communautés de trouver des renseignements sur la communauté qui les accueille. Donc, moi, le mot de ma fin, c'est merci au Québec, et puis à très, très bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci à vous.